On va commencer officiellement. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Julie Martineau, la directrice des communications de l'Université du Québec. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour cette conférence de presse. En fait, un lancement public d'une grande initiative qu'on a intitulée Transition réussie vers les études supérieures, un défi interordre. Donc, peut-être juste saluer les gens qui sont dans la salle et aussi ceux qui sont en ligne. On a une très grande délégation avec nous sur Zoom. On en est très heureux. Plus de 75 personnes, je crois, avec des médias également. Donc, merci d'être là ce matin. Donc, je vous demanderai juste de fermer vos micros, si vous voulez bien, pour qu'on puisse assurer la qualité du son. Et il y aura de toute façon une période de questions après pour les médias, notamment. Vous pourrez donc poser vos questions. Donc, voilà, Il y a un petit peu de bruit dans les micros, là, je m'en excuse, on est en train de régler ça. Donc, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin au lancement public d'une nouvelle initiative pilotée par le réseau de l'Université du Québec intitulée Transition réussie vers les études supérieures, un défi interordre, comme je le mentionnais là, il y a quelques instants. Donc, concernant le déroulement de cette conférence de presse à laquelle on a des médias avec nous ce matin, on les remercie. J'aimerais vous présenter les gens qui prendront tour à tour la parole. Donc, on va commencer avec Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Elle sera ensuite suivie de M. Bernard Tremblay, président et directeur général de la Fédération des cégeps, avec qui nous collaborons pour cette initiative. On aura également le témoignage sur vidéo d'un étudiant qui a vécu plusieurs transitions. On trouvait intéressant d'avoir un peu le vécu des gens pour qui on travaille, en fait. Donc, on en a interpellé plusieurs. C'est la rentrée. Alors, M. Vincent Tremblay a accepté de répondre à notre invitation et de témoigner. Donc, il est aujourd'hui étudiant à l'UQAR, Université du Québec à Rimouski, en développement des sociétés et des territoires. Il a donc plusieurs transitions et il nous en parlera. On va conclure avec M. Pierre Doré, qui est professeur associé au département de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Il va venir un peu nous éclairer comme scientifique expert de la question des transitions, entre autres choses. On avait prévu recevoir Mme Deblois ce matin, Paul Deblois, sous-ministre au ministère de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, Mme Deblois a eu un empêchement de dernière minute. Elle s'excuse de ne pouvoir être avec nous ce matin, mais il y a toute une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur dans la salle avec nous, donc on est très heureux de les accueillir. Donc, on va enregistrer ce lancement public, puisqu'on a prévu ensuite verser ça sur le compte YouTube de l'Université du Québec, là, pour ceux qui n'auront pas pu être avec nous en direct. Sachez qu'on va arrêter l'enregistrement, par contre, juste avant la période de questions pour les journalistes. C'est une période de questions qui leur sera réservée et les gens ici présents aujourd'hui pourront répondre à leurs questions. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, à nous adresser quelques mots. J'ose pas. Ça va aller? Bon, je reconnais beaucoup de monde dans les écrans. Je vous salue. Si vous permettez, je vais reprendre ma même formulation que j'utilise d'habitude. Excusez, je vais perdre la voix encore une fois. Et je vous prie de vous considérer chacune comme personnellement salué. M. Tremblay, M. Doré, les gens du ministère, bienvenue chez nous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin ici pour le lancement, je dirais, d'une grande initiative intitulée, comme on l'a mentionné tantôt, Transition réussie vers les études supérieures, un défi interordre. Je suis d'autant plus heureuse que ce lancement s'inscrit dans un cheminement que je dirais dont nous sommes tous et toutes très fiers parce que ça fait depuis maintenant 10 ans que l'Université du Québec coordonne une initiative interrégionale et interordre visant à mieux comprendre, à mieux soutenir l'accès et la persévérance aux études supérieures des personnes issues de familles à faible capital. Moi, je me rappelle d'avoir été ici avec toi, Bernard. J'étais rectrice à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et on avait fait le lancement, je pense, de la phase 2, si je ne me trompe pas, de cette initiative. Donc, je vais me permettre de faire tout de même un petit historique là, pour qu'on puisse bien voir que ça s'inscrit dans un travail de longue haleine, si je peux dire. Quand on parle des personnes issues de familles à faible capital scolaire, bien entendu, on pense ici notamment aux personnes dont les parents n'ont pas fréquenté un établissement universitaire ou un collège et qui n'ont donc pas de modèle dans leur famille. Ce que nous, on appelle dans notre langage les étudiants de première génération.
grâce à un financement. À ce moment-là, c'était le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Il y a eu une première phase qui a été lancée, qui a été menée de 2014 à 2017, avec 3 universités du réseau de l'Université du Québec, dont je vais les nommer là, parce que je pourrais vous dire l'UQAC, mais là, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, et il y avait aussi à ce moment-là l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et les cégeps et autres partenaires de chacun des territoires qui sont desservis. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 cégeps qui étaient dès la première phase, dès la première initiative. C'est une première phase qui a permis de mobiliser des connaissances spécifiques, scientifiques et de proposer des interventions pour soutenir l'accès et je dirais aussi la persévérance, bien entendu, aux études supérieures. De 2017 à 2021, à l'invitation cette fois-là du secrétariat à la jeunesse, l'UQ a mené une deuxième phase. Pour cette fois, c'était dans la perspective de développer des outils d'intervention qui étaient destinés aux intervenants, aux intervenantes scolaires et communautaires dans les 3 régions participantes. On était encore avec la région de Chicoutimi, l'Abitibi-Témiscamingue et celle de Rimouski pour la deuxième phase. Enfin, à l'automne 2021, et afin de contribuer, je vous dirais, au plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur du gouvernement du Québec, l'équipe de l'UQ proposait au ministère de l'Enseignement supérieur à ce moment-là une 3e phase qui, elle, ciblerait les pratiques institutionnelles de collaboration interordre en matière de soutien aux transitions des élèves et des étudiants et des personnes étudiantes. De plus, avec cette phase, bien là, s'ajoutait, ce qui est bien intéressant, s'ajoutait 3 autres régions impliquant dans le réseau de l'UQ, notamment l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université du Québec en Ottawa, ainsi que les cégeps participants dans chacun de ces territoires-là et d'autres organismes aussi qui travaillent à la réussite des étudiants et des étudiantes. Personnellement, je vous le dis, je regarde les gens du ministère, je suis vraiment très heureuse que le ministère de l'Enseignement supérieur ait répondu présent depuis le début et ait accepté de financer la mise en œuvre de cette 3e phase, ce qu'on souligne officiellement aujourd'hui, le lancement, bien entendu. C'est sûr que là, il y en a qui vont dire que je radote, non? C'est pas grave, je vais quand même le répéter encore une fois. Même si on a réalisé des avancées remarquables. Et ça, c'est vrai au Québec, vraiment des avancées remarquables pour démocratiser à la fois les études collégiales et les études universitaires, et ça depuis plus de 54 ans. On a encore aujourd'hui beaucoup de travail à faire pour pouvoir augmenter la fréquentation dans nos universités, dans nos collèges, dans nos cégeps, et par conséquent, pour pouvoir augmenter le taux de diplomation. Je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que je dis cela. Je suis peut-être dans les dernières fois, par exemple. Et dans ce travail, les écrits scientifiques nous apprennent, bien entendu, que la qualité des différentes transitions vécues tout au long du parcours d'un ou d'une jeune, c'est vraiment un moteur de persévérance et de réussite académique ou de réussite scolaire. Certaines études ont d'ailleurs démontré que la réussite d'une première transition préscolaire primaire est déterminante pour le développement de la confiance, de la persévérance dans les prochaines étapes du cheminement scolaire, c'est-à-dire de la maternelle à l'université. Ainsi, l'initiative Transition réussie vers des études supérieures, un défi interop qui est lancé aujourd'hui, va permettre de construire et de diffuser un modèle de soutien aux transitions entre les ordres secondaires, collégial et universitaires, en étant développé et mis à l'essai par 6 regroupements régionaux. Je dirais que ce modèle, très certainement, va pouvoir mieux prendre en compte les particularités et les réalités de chacune des régions parce que chacune de ces régions-là a vraiment des particularités dont il faut tenir compte quand on parle de persévérance puis de réussite. Toutes les actions de cette initiative vont être encadrées par un comité scientifique composé d'une 20aine de chercheurs et chercheuses, universitaires et collégiaux, qui vont collaborer à la conception du modèle. Ce qui en fait, veut pas, je dirais, un projet assez inédit au Québec actuellement. De plus, ce comité va aussi travailler avec une communauté de pratique. Donc, on va pouvoir s'assurer d'avoir des échanges constants entre la théorie et la pratique. En terminant, il est certain que la qualité des transitions tout au long du parcours scolaire a un impact indéniable
un impact prouvé sur la réussite des étudiants et des étudiantes. Et le présent projet, avec ses multiples caractéristiques, et je le répète, inédit au Québec, sans hésiter, on peut affirmer que nous sommes. Là, je vais faire un petit clin d'œil, certains vont comprendre le sens de mon petit clin d'œil. Sans hésiter, on peut affirmer que nous sommes dans l'innovation sociale. OK? Ce type d'innovation qui a vraiment le potentiel de transformer tous nos milieux. Je te remercie. Je fais un petit clin d'œil au MEI. C'est ça que je fais. Je vous remercie encore une fois une quarantaine d'organisations engagées dans ce projet, dont, bien entendu, le ministère de l'Enseignement supérieur, les 7 établissements universitaires du réseau de l'Université du Québec, dont plusieurs des chefs sont à l'écran ici avec nous aujourd'hui, les 23 cégeps, les 7 centres de services scolaires, les 3 pôles régionaux en enseignement supérieur, les 2 carrefours jeunesse-emploi et tous les autres organismes voués à cette mission, on pense ici à ECOB, à CREPAS, etc. Donc, un immense merci, je vous le répète, à toute l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur, à la fois pour le soutien financier, mais aussi pour la confiance que vous nous donnez dans le cadre de ce type de projet-là. Merci à Bernard, bien entendu, aussi pour ta précieuse collaboration et pour l'engagement depuis le début du milieu collégial dans tout ce travail de plus de 10 ans. Merci, M. Doré, de bien vouloir nous aider à approfondir notre connaissance des enjeux autour de la réussite en enseignement supérieur et de nous rappeler l'importance de penser en fonction d'une perspective tout au long de la vie, bien entendu. Et vous me permettrez aussi de dire un dernier merci tout spécial à l'équipe de la vice-présidence en enseignement et recherche de l'UQ qui a su, veut pas, il y a plusieurs représentants ici, qui a su animer ce projet-là et propulser ce projet-là du début à aller jusqu'à aujourd'hui et encore pour les prochaines années. Je souhaite un franc succès à tout le monde qui gravite autour de ce projet-là. C'est très sincère et j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller. Merci beaucoup, Madame Jean. Votre enthousiasme est contagieux. On aime ça. Merci pour les rappels historiques et pour les faits saillants sur l'initiative et les clins d'œil aussi que vous faites. Merci aussi de nous rappeler qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais on est content. Vous voyez, ça mobilise beaucoup de gens ce matin. Je pense que les gens sont au rendez-vous qui ont envie de continuer de collaborer. Et on est très heureux aussi de vous avoir avec nous encore quelques mois, Madame Jean. Donc, sans plus tarder, j'aimerais maintenant céder la parole à M. Bernard Tremblay, qui est président et directeur général de la Fédération des cégeps. À vous, M. Tremblay. Merci. Alors, à mon tour de vous saluer, vous remercier d'avoir abandonné votre visionnement des funérailles de la Reine pour quelques minutes, le temps de parler d'un dossier qui est primordial et qui m'enthousiasme aussi énormément, le dossier de la réussite. Et évidemment, j'aurai l'occasion de le redire, mais dès le départ, remercier évidemment l'initiative pilotée par l'Université du Québec. Je pense que ces collaborations interordres sont une garantie de réussite pour nos populations étudiantes et ici, je dois le dire, une préoccupation personnelle, mais aussi une préoccupation qui est partagée par l'ensemble du réseau collégial. Tu le mentionnais, Joanne, 23 cégeps, donc ont choisi de s'engager dans l'initiative. C'est quand même important, c'est significatif et c'est inédit. Tu as raison aussi de le souligner. Je ferai un petit clin d'œil aussi à ECOB, qui est notre CCTT, donc affilié au Cégep de Jonquière et qui, comme vous le savez, est un spécialiste de la question de la réussite donc éducative. Salutations aussi aux partenaires des centres de services scolaires, ce qui montre vraiment que préparer les jeunes à l'enseignement supérieur, c'est un exercice qui débute tôt et qui se fait donc tout le long du parcours. Je pense qu'on souhaite tous que les jeunes s'accomplissent et qu'ils obtiennent donc une qualification qui soit adéquate pour les besoins futurs. Ça passe par l'enseignement supérieur pour certains, ça passe par d'autres qualifications comme la formation professionnelle pour d'autres, mais globalement, je pense que nous avons à réfléchir ensemble et à identifier les meilleures pistes, les meilleurs modèles de soutien pour permettre les transitions du primaire au secondaire, du secondaire au cégep et du cégep à l'université. Je pense que chaque réseau, évidemment, va continuer sa réflexion propre à ses préoccupations, mais derrière l'initiative donc de l'Université du Québec, il y a un souci, évidemment, de voir le système d'éducation comme un tout, comme un continuum. Et ça, je salue ça. C'est vraiment une préoccupation qui nous habite également. Évidemment, tout ça s'inscrit, tu l'as dit, Joanne, aussi à travers la stratégie et le plan d'action ministériel
en matière de réussite en enseignement supérieur. Je me permets de souligner que du côté de la Fédération des cégeps, c'est une préoccupation qui est portée aussi depuis plusieurs années de notre côté, entre autres là, par les travaux qui ont amené à la réalisation d'un rapport important pour nous, qui est la réussite au cégep, regard rétrospectif et prospectif, et que déjà, il y a des chantiers qui ont été mis en place suite à la publication de ce rapport-là dans notre réseau pour être capable de faire face à un certain nombre d'enjeux qui ont été identifiés, qui vont sûrement être mis en lumière dans le cadre des travaux qui vont être menés dans l'initiative dont on se parle ce matin. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans les constats, évidemment, qui ont été faits par le réseau collégial, il y a évidemment le fait que la moyenne générale au secondaire était un élément crucial pour la réussite au collégial. Il y a des données assez troublantes à cet égard là, dans notre rapport. Alors, je pense que de mettre le doigt sur cet enjeu, sur ce constat, et de l'inscrire à travers la réflexion qui se poursuit est important. Vous ne serez pas surpris non plus de voir que nous aussi, on se préoccupe du sort des garçons qui ont particulièrement besoin d'être suivis. On a aussi besoin de mieux connaître nos étudiants, nos étudiantes pour savoir quels sont leurs besoins. Et finalement, tu l'as mentionné, par rapport aux travaux qui ont déjà été menés par l'Université du Québec, les étudiants de première génération qui ont un risque d'échec plus grand et qu'on doit accompagner de façon particulière. On doit donc, globalement, tous ensemble, mieux comprendre nos étudiants, assurer des parcours plus fluides et vraiment chercher donc je dirais, dans un contexte où les pénuries de main-d'œuvre peuvent amener certains et certaines d'entre eux à se détourner du parcours des études, bien être en mesure de vraiment, encore une fois, bien les connaître et bien les épauler pour être capable de les encourager à étudier et de les soutenir donc dans la poursuite de leurs études pour qu'ils atteignent le plus haut niveau auquel ils sont en mesure d'atteindre finalement. Alors, les cégeps, vous savez, on peut se dire qu'ils sont dans cet exercice-là un peu au milieu du système. Hein. Ils sont bien placés, je pense, pour tendre une main vers les centres de services scolaires et vers les universités et d'essayer de faire ce pont et ce lien entre les deux autres ordres d'enseignement. Alors, c'est sûr qu'on croit profondément au fait qu'en unissant nos efforts, nos expertises dans tous les réseaux, nous allons être en mesure de mieux servir les jeunes du Québec et qui nous seront donc davantage en accord avec la mission que nous a permis le rapport parent, offrir le meilleur accès possible aux études à tous les jeunes pour qu'ils disposent de chances égales dans la préparation de leur avenir, tout en contribuant à bâtir celui du Québec. Et je terminerai évidemment, moi aussi, en faisant donc des remerciements. Merci au soutien donc, du ministère de l'Enseignement supérieur. Je pense que c'est important, donc, non seulement ce soutien financier-là, mais cet accompagnement et cette préoccupation commune-là. Merci à l'Université du Québec et qui témoigne encore une fois que les cégeps et l'Université du Québec, on l'a déjà dit, on a une part d'ADN commun. Hein? Alors, je viens de parler du rapport parent. Alors, c'est une preuve, encore une fois, qu'on a encore à l'esprit ces grands soucis que le rapport parent nous a confiés et pour faire du pouce aussi sur ce que tu disais, Joanne, le fait que nous n'avons pas complété la révolution éducative des années 60. Il y a encore de grandes embûches et je pense qu'on est, par l'étude qui va se poursuivre, on va être de plus en plus en mesure de mettre en lumière le fait que l'accessibilité, ça ne se limite pas à l'accessibilité géographique et qu'il y a des enjeux qu'on n'a pas encore bien couverts au Québec. Alors, merci à l'ensemble des établissements partenaires et aux partenaires autres qui contribuent donc à cette initiative. Et le réseau collégial, encore une fois, ne peut que se réjouir d'en faire partie. Merci. Merci, M. Tremblay, pour ces propos ce matin. On salue l'engagement de tout le milieu de l'enseignement collégial et votre présence ce matin est très importante pour nous. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Merci pour ces bons mots. Comme je le mentionnais donc un peu plus tôt, on a pu capter sur vidéo le témoignage d'un de nos jeunes, Vincent Tremblay, qui est étudiant aujourd'hui à l'Université du Québec à Rimouski, en développement des sociétés et des territoires. On aimerait ça l'entendre. En fait, on va prendre quelques instants pour vous le présenter à l'écran. Il témoigne des différentes transitions qu'il a vécues tout au long de son parcours, en fait, d'élèves et d'étudiants.
vous allez voir et on pourra enchaîner ensuite avec le professeur associé Doré, Pierre Doré, du département de sociologie du l'UQAM, qui va aussi, je pense, vouloir commenter la dite vidéo. Donc, écoutons dans un premier temps Vincent Tremblay. Je ne suis pas certaine qu'il y a un lien de parenté avec vous. Non, lointain, mais bon. Alors, on écoute Vincent. Je m'appelle Vincent Tremblay. Moi, j'ai étudié à l'île Perrot, à l'école secondaire du Chêne-Bleu. C'est là que j'ai grandi. Et ensuite de ça, j'ai étudié au collège de Valleyfield. Donc, je suis resté dans ce coin-là. J'ai fait, je suis allé étudier en génie mécanique. Donc, j'ai fait une technique sur 3 ans au collège là-bas que j'ai très apprécié. La prochaine étape de mon parcours, ça c'est. Je suis allé vers Montréal où j'ai étudié à l'ETS, l'École de technologie supérieure de Montréal. J'ai fait le pont entre le génie mécanique, puis j'ai étudié un programme qui s'appelle le génie de la production automatisée, qui est un peu un mix entre un génie plus informatique, programmation, puis le génie industriel, l'organisation des entreprises. J'ai fait 2 sessions là-bas. Puis ça s'est fini abruptement avec la pandémie qui commençait. J'y allais en train, j'étudiais, je faisais le train de l'île Perrot jusqu'à Montréal, ce qui était vraiment long. Puis je ne me sentais pas exactement à ma place dans ce milieu-là. Fait que là, quand la pandémie est arrivée, puis que là, les cours ont été à distance, puis que là, euh, la suite des choses était très incertaine, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause d'1 an d'études, où j'en ai profité pour faire autre chose, pour me ressourcer, comme on dit souvent. Puis j'ai découvert le Bas-Saint-Laurent, où un an plus tard, j'ai déménagé à Rimouski pour pour changer complètement de domaine, puis aller étudier en développement des sociétés et territoires, qui est un baccalauréat en sciences sociales multidisciplinaires à l'UQAM, dans le département de développement régional. Moi, j'aimerais beaucoup ça aller poursuivre mes études aux études supérieures, là, à la maîtrise. Je resterais dans le domaine des sciences sociales. Je poursuivrais dans les études régionales, puis j'aimerais faire de la recherche-action. Plus précisément, là. Donc, des projets de recherche qui se concrétisent sur le terrain, puis qui ont un objectif très, très, très tangible d'organiser un milieu. Oh, ça finit un peu. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, là. Désolée pour cette fin un peu saccadée, mais ça vous permet d'apprécier quand même un témoignage parmi tant d'autres. Hein. On en a plein d'histoires de jeunes comme ça. Donc, c'était Vincent Tremblay, là, qui est maintenant à l'UQAR. Alors, je donnerai maintenant la parole à M. Pierre Doré, professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. À vous, M. Doré. Merci beaucoup. Quand on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de l'événement actuel, ça a été un grand plaisir. Pour différentes raisons, j'ai donc accepté tout immédiatement. Les raisons pour lesquelles, il y en a au moins 2. La première, c'est que, comme le disait Mme Jean puis M. Tremblay, l'UQ en général et les cégeps ont effectivement le même ADN, en fait une partie, même ADN. Et à ce niveau-là, le siège social de l'UQ a été de longue date très engagé dans la lutte contre les inégalités scolaires. Il faut se rappeler aussi qu'à une certaine époque, dans les constituantes de l'UQ, les étudiants de première génération formaient jusqu'à 70-80% des publics étudiants. Donc, c'était aussi notre pain et notre beurre comme réseau universitaire.
Donc, il y a un long engagement au niveau du siège social sur la lutte, pour la question de la lutte aux inégalités, tant au niveau de l'accès que de la persévérance des étudiants. Je voudrais juste faire un petit bémol. À ma connaissance, autour des questions de réussite, la première intervention, à ma connaissance, de l'UQ date pas d'il y a 10 ans, date d'il y a 20 ans, alors autour de 2001, on avait organisé le service de recherche et moi-même, là, on avait organisé des séminaires. Et dès le départ, c'est un séminaire cégep université. Donc, on a de longue date, en quelque sorte, organisé cette collaboration interinstitutionnelle qui, encore aujourd'hui, se continue. Et, bon, après ces séminaires-là, il y avait eu CAPRES qui est devenu l'ORES, là, pour les gens qui sont intimes, et j'évite les noms complets, mais c'était des initiatives qui ont toujours été soutenues par le siège social, d'une part, et en collaboration, comme je disais, avec le Cégep, le Carrefour de la Réussite, j'ai beaucoup avec eux, et avec le soutien des ministères d'éducation, enseignement supérieur, ça dépendait des années, selon le nom du ministère à l'époque. Bon. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais dire. L'autre chose, c'est que je vous avoue que je ne suis pas très objectif, dans la mesure que ça fait aussi depuis pas mal d'années que je travaille sur les questions de transition scolaire, de parcours scolaire, et qu'en quelque part, effectivement, la question des transitions est un des enjeux importants dans la poursuite des études comme telles. Et donc voir des gens se mobiliser autour d'un projet de ce type, je trouve ça tout à fait intéressant et je trouve ça particulièrement impressionnant, c'est le nombre d'établissements scolaires qui sont mobilisés autour du projet actuel. Ça ne fait que croître et en quelque part, ça donne des ouvertures que n'a pas eu avant. Avant que je publie. Oh, bien. Quand ça va fini, je vais te dire OK, tout est beau. Allô? Oui. Oui, ça va. Bon, donc c'est le premier. Le deuxième élément d'introduction, c'est que j'ai 7 remarques. Des remarques qui, dans certains cas, remplissent directement la commande que j'ai reçue, c'est-à-dire de présenter un certain nombre d'enjeux en lien avec les transitions interordres, mais en même temps, il faut se rappeler aussi que les transitions, à ce niveau-là, sont aussi des transitions biographiques. Et donc, c'est le mélange des deux qui devient particulièrement intéressant à travailler et à examiner. Et j'ai essayé, autant que faire possible, de rester dans ma peau de chercheur et d'oublier ma peau de professeur pour être relativement court et non pas formaté pour 3 heures. Voilà. Donc, j'ai 7 remarques générales. Ces remarques-là, c'est peut-être parce que je suis venu un 7, mais vous aurez ça pas le reste. Un 7, pour moi, c'est un chiffre chanceux. Donc, voilà. Donc, je commence tout de suite par la première. Là, c'est sûr que ça faisait ça. Là, je vais revenir ici. Je vais partager l'écran parce que j'ai évidemment, là, il ne veut pas. Oui, voilà, bon, j'essaie de... On a fait des apprentissages organisationnels au cours de la pandémie, mais j'ai l'impression qu'en quelque part, le contexte dans lequel ces apprentissages-là sont faits
en fait, on a désappris assez vite. Oui, notre collègue, homme de la situation, André, va aider M. Doré à partager. Ouais, ça va, là. Officier bénéficiaire. Je retrouve. Ah oui, c'est bon. Voilà, puis là, je vais Voilà. juste. Voilà. Puis, est-ce qu'il va vouloir? Oui, il veut. Bon, parfait. Donc, voilà. Ma première remarque, c'est une remarque de contexte. C'est de rappeler ou de dire pour ceux qui ne savaient pas qu'en fait, le système scolaire québécois est tout à fait original dans la mesure où il est structuré sur une double transition et il est structuré pour tout le monde. Il y a plein d'endroits dans le monde où les doubles transitions existent. Je veux juste en donner deux qui sont intéressants parce que c'est des publics très particuliers qui sont en jeu. Le premier exemple que je peux donner, c'est la France, alors que pour rentrer dans les grandes écoles de France, écoles polytechniques, centrales, etc., il faut, après avoir fini le baccalauréat, il faut passer dans un cursus qui s'appelle les classes préparatoires aux grandes écoles et par la suite, donc, être admis dans les grandes écoles. Donc, il y a une double transition, mais c'est pour dire rapidement les choses, c'est pour l'élite scolaire, d'une part, et l'élite scolaire qui accepte dans le fond, les contraintes et le cursus difficile des grandes écoles. L'autre exemple, c'est les États-Unis où avec des collèges 2 ans, au contraire, on s'adresse à un public qui est plutôt un public qui a fini le secondaire, mais qui ne peut pas rentrer à l'université de façon directe. Et donc, c'est un collège de 2 ans dans lequel, effectivement, c'est un cours qui ressemble beaucoup à l'université, aux premières années de l'université, et ça permet par la suite à un certain nombre de jeunes de pouvoir rentrer dans une université régulière après ce processus-là. Donc, on voit ces deux populations ou sous-populations ou des publics très différents et très particuliers qui sont en jeu. Alors, au Québec, nous, on a décidé un jour que ce serait tout le monde qui aurait à utiliser ou apprendre et à vivre la double transition comme telle. Et il y a des raisons historiques qu'on pourrait voir et qu'on pourrait reprendre, mais je vous fais grâce là, de tous ces aspects historiques. Mais dans le fond, il faut juste rappeler qu'on est dans une situation très originale, au moins dans les pays occidentaux et même en général, dans la mesure où bien souvent, il y a les systèmes scolaires dans les pays du Sud sont encore aujourd'hui très marqués par les systèmes des pays développés qui les ont colonisés. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais rappeler comme tel. Deuxième élément, c'est de souligner le fait que pour analyser la persévérance ou la poursuite des études, comme le mot poursuite le dit, comme tel, en quelque part, dans le fond, on se retrouve avec la situation qu'il faut travailler, le mieux en tout cas, c'est de travailler avec une approche longitudinale ou une approche biographique qui permet effectivement de comprendre comment, à travers l'expérience scolaire, d'une part, antérieure, comment des choix scolaires se font, comment des dispositions et des compétences scolaires se construisent, se développent et en quelque part, permettent de comprendre les choix qui sont faits pour rentrer au cégep d'une part et pour rentrer à l'université par la suite. Donc, c'est un deuxième élément important qui rentre dans le décor. Et je vous rappelle que, comme ma première remarque le soulignait, c'est tous les étudiants et les étudiantes et toutes les étudiantes qui, en quelque part, doivent passer par ce processus. Bien sûr, il y en a qui ont trouvé des stratégies pour
pour contourner, mais on les compte sur les doigts de la main, là, dans les faits comme tels. Puis évidemment, je caricature quand je parle des doigts de la main, là, mais il y en a un peu plus que ça. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième élément qui me semblait important, et le projet, me semble-t-il, est vraiment centré sur cette idée de pouvoir suivre les étudiants dans l'élément, je dirais, rétrospectif de leur vie, d'une part, et de tenir compte des aspirations possibles et des projets possibles. Ça, je vais revenir sur la question du projet, mais et aussi de se dire que peut-être on peut changer d'avis, on peut changer de choix en cours de route. Donc, c'est l'approche biographique, l'approche longitudinale permet de tenir compte des dynamiques qui peuvent exister dans la vie d'un individu et donc ça devient un élément important. Deuxième remarque, encore une fois, très générale. Troisième remarque, on rentre un petit peu plus dans les transitions. Les transitions, l'enjeu des transitions, c'est que, et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça fait au moins un siècle là, que ça se dit. Donc, c'est un moment qui peut devenir un moment de fragilisation des parcours scolaires, mais aussi de fragilisation de la vie et de la biographie des individus, des garçons et des filles qui décident de poursuivre leurs études ou pas, ou d'adultes, hommes et femmes, qui reviennent aux études et qui veulent en quelque sorte améliorer leur vie professionnelle ou améliorer leur vie pour comme ça. Donc, quand on examine comment les transitions fonctionnent, on s'aperçoit qu'il y a un moment, il y a trois, et c'est pour ça que c'est un élément de fragilisation, il y a trois temps dans une transition. Il y a un temps de l'étrangeté, c'est on quitte un milieu qu'on a connu, qu'on a en quelque part, dont on contrôle beaucoup ou à peu près les règles formelles comme les règles informelles, les habitudes de vie quotidienne, les lieux, et pour s'en aller dans un endroit qui est complètement différent. La plupart des cégeps sont plus grands, je dis bien la plupart, sont plus grands que les écoles secondaires dans lesquelles les gens ont étudié, ont une géographie plus différente à l'intérieur de l'établissement. Ils ont surtout un mode de fonctionnement différent. C'est des cours, je m'excuse, c'est peut-être encore des cours de 3 heures en majorité. Bon, non, mais je voulais être sûr. Et d'une part, ou même des fois des cours qui peuvent être plus longs avec les laboratoires et tout. Et il y a surtout une discipline différente que plusieurs vont qualifier d'absence de discipline. Et donc, par rapport à la discipline du secondaire. Donc, on est en quelque part dans un endroit qu'on connaît peu. Très souvent, on peut être la seule personne de l'école d'où on vient qui se retrouve dans le cégep où on est. Donc, on perd une partie du réseau social comme tel. Donc, on voit bien que l'étrangeté se joue à plusieurs niveaux. Le deuxième temps, c'est le temps de l'apprentissage. Bon, ça dit ce que ça veut dire. C'est qu'il faut apprendre à fonctionner dans un nouveau régime éducatif, une nouvelle forme de discipline avec plus d'autonomie. Il faut aussi apprendre les règles informelles et tous les sous-entendus qui peuvent exister dans une organisation. Le troisième temps, c'est le temps de l'affiliation, c'est-à-dire on contrôle assez bien le milieu dans lequel on se retrouve pour pouvoir y vivre et poursuivre les études. Et c'est sûr que pour beaucoup de personnes, le temps de l'affiliation, quand ce temps-là ne se produit pas, là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des différentes formes de décrochage scolaire qui peuvent exister.
Donc, cette fragilité des transitions a plusieurs volets. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un volet, je dirais, cognitif et éducatif. Il y a un volet institutionnel, puis un volet de relations sociales qui rentre en ligne de compte. Et les trois s'imbriquent les uns dans les autres pour créer un moment de vie, une expérience à la fois scolaire et à la fois sociale. Donc ça, c'est un autre élément important. Et donc, et là-dessus, beaucoup de cégeps, par exemple, et les universités ont commencé, mais disons que les universités sont probablement moins dynamiques à ce niveau-là, ont commencé à penser justement la première session de cégep comme étant une session de transition. C'est-à-dire, on essaie autant que faire se peut d'avoir un cursus qui permette de faciliter justement la transition et de faire en sorte que peu à peu, l'affiliation se construise et que ainsi les gens peuvent continuer à poursuivre leurs études. Poursuivre leurs études, ça peut vouloir dire que tu passes du programme de sciences de la nature au programme de sciences humaines, mais il y a continuité des études à ce moment-là. Et la première session a permis de s'apercevoir que les sciences, par exemple, sont notre tasse de thé, ou au contraire, ne sont pas notre tasse de thé. Mais en même temps, on sait très bien que c'est un moment de remise en question personnelle au niveau des individus et on peut, pour toutes sortes de raisons, vouloir faire une pause et avant de revenir. Donc ça, c'est le troisième moment que je voulais souligner et qui est au cœur même du projet. C'est vraiment d'étudier les transitions, ce moment particulier. On pourrait parler aussi des enjeux de transition à l'université. C'est encore plus, ça peut être encore plus gros. C'est souvent la discipline se ressemble. On a fait un apprentissage de la discipline à l'université. C'est pour ça que les universités aiment beaucoup les cégeps ici, entre autres, pas rien qu'au niveau du contenu des cours, mais il y a comme des dispositions au niveau de la vie éducative qui se sont ancrées chez les personnes. Et on cherche, dans bien des programmes, on cherche aussi à pondérer les éléments en première session pour assurer une poursuite dans le programme, sinon une poursuite à l'université. Donc, c'est un premier élément. Un troisième élément là, que je voulais souligner comme tel. Le troisième élément, le quatrième, l'idée que j'avais, c'est qui m'est venue en tête en pensant au projet, c'est que la poursuite des études, c'est un fort effet du passé. Le meilleur prédicteur de la réussite, de l'accès à l'université, par exemple, et de la réussite scolaire, c'est la réussite au cégep. Et voir, on va le voir tout à l'heure, et voir plus tôt. Donc, à ce niveau-là, il y a il y a des éléments importants et l'analyse rétrospective, que ce soit l'analyse quantitative des choses et des parcours ou que ce soit l'analyse qualitative qui tient compte davantage des projets des étudiants, je dirais de la sociopsychologie des étudiants, ce sont des éléments importants. Et là, je me permets de me citer, juste pour donner un effet du passé, un exemple d'effet du passé, c'est le taux d'accès au cégep d'étudiants, des élèves en fonction de la filière scolaire dans laquelle ils ont passé la majorité de leur secondaire. Donc, par filière, c'est un mélange entre l'institution scolaire, l'établissement privé-public d'un côté, et c'est aussi le programme régulier d'un côté, et les programmes enrichis
on a distingué, au moins pour l'école, dans ce tableau-là, j'ai distingué les programmes PEI des autres programmes enrichis. Et vous voyez très bien comment le public régulier, selon qu'ils sont diplômés ou qui ont été dans le privé, dans le public régulier en secondaire 1, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, il y a 44% des jeunes qui ont commencé leur secondaire dans le public régulier qui accèdent au cégep. Et quand ils ont, et s'ils sont diplômés du secondaire, la proportion est de 73%. Mais cette proportion-là est nettement plus faible que pour tous les programmes enrichis et tous les programmes enrichis, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé. Donc, si vous avez été, la probabilité ou la probabilité d'entrer au cégep ou d'aller au cégep quand vous avez été dans un programme enrichi du privé, c'est pour ainsi dire, c'est 95% ou 97% selon le point de référence. En d'autres mots, c'est plus que la grande majorité des gens qui continuent au cégep. Donc, c'est normal de penser qu'après l'école privée, on va au cégep, mais ce n'est pas nécessairement normal quand on est à l'école publique régulière. Et donc, un des effets dans l'école publique régulière, c'est aussi de construire des identités négatives comme étudiant. Là, je ne ferai pas part de la manière dont des jeunes de ces filières-là parlent d'eux-mêmes, mais c'est vraiment un rapport négatif à l'école qui se joue là. Donc, et donc, en quelque part, c'est important de tenir compte de ce qui se passe précédemment. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse. On a beaucoup parlé de l'anxiété liée à la pandémie, mais au niveau du cégep, il y a une autre anxiété qui est aussi pire et plus longue, en quelque part, c'est l'anxiété liée à la cotère. Ça donne mon âge. Je voulais l'indiquer sans le dire. Donc, c'est la cotère qui est effectivement une grande source d'anxiété comme telle. Donc, ça donne une idée de l'importance, en quelque sorte, du passé. C'est sûr que le futur, les éléments futurs, on va y revenir, jouent un rôle, mais le passé, c'est tangible. Je ne pas dire, c'est beaucoup plus tangible que les projets et les anticipations. 5e élément, c'est la diversification des parcours scolaires. Là, j'avais effectivement mis le vidéo. Je vais juste rappeler, quand on m'a demandé, il y a une personne, dans le fond, qui a accepté qui a été filmée et tout pour toutes sortes de raisons. J'ai dit oui, je peux essayer de l'intégrer dans mon exposé. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai lu, quand je l'ai écouté, j'ai dit oui, c'est vraiment intéressant. Il y a deux, trois éléments que je voudrais souligner qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Manifestement, on n'est pas devant un étudiant qui est en échec scolaire. Donc, on n'est pas à première vue, on n'est pas dans ce qu'on a entendu une orientation par la négative, c'est-à-dire parce que je ne peux pas faire. Donc, c'est un premier élément intéressant. Le deuxième élément, c'est quand même un parcours, passer du secondaire à l'enseignement technique au cégep, ça peut être un parcours normal, ça va. Et par la suite, il va à l'ETS, ce qui est devenu une situation normale aussi, là. Le nombre d'étudiants de technique qui vont au cégep, le ministère, quand on regarde les données du ministère, ça tourne autour de 20-25% entre les deux, de gens qui vont
nous, quand on fait une analyse, on a fait une analyse en termes de parcours, en tenant compte donc des jeunes qui avaient interrompu leurs études entre le cégep et l'université, et pas uniquement ceux et celles qui sont en continuité, c'est 50%. Donc, c'est énorme, c'est devenu énorme le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui passent du cégep à l'université, du cégep technique à l'université. Oui, bien l'autre, c'est normal. Bon, ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, il est bien, en quelque sorte, il représente bien un parcours étudiant de sa génération. Troisième idée, c'est c'est quelqu'un qui s'aperçoit en quelque sorte qu'il n'est peut-être pas à sa place dans le programme de génie industriel dans lequel il se retrouve et qui, après une pause, qui est aussi un phénomène un peu plus fréquent aujourd'hui, qui, en quelque part, cherche un nouveau domaine dans lequel il veut étudier et il décide d'aller en études régionales là, ou en études du développement des régions. Et là, il y a deux éléments que moi j'ai ressenti dans son propos. C'est le plaisir d'étudier d'un côté et il est à l'écoute de découvertes. Dans certains cas, les découvertes montrent une certaine forme de désenchantement. Et dans d'autres cas, il montre le plaisir de découvrir un nouveau domaine et de s'y investir jusqu'au point d'aller faire un deuxième cycle dans le domaine et de partir de la région de Montréal, s'en aller ici. Donc, il y a dans ce témoignage-là beaucoup d'éléments qui me semble-t-il et sont propres à cette génération, aux nouvelles générations de cégepiens et de cégepiennes. Et là, ça aurait été agréable d'avoir quelqu'un qui fait le double deck en technique nursing, technique d'infirmière et sciences infirmières, pour voir comment ce passage-là peut se vivre. Et donc, il y a des éléments à ce niveau-là qui sont importants. Et le projet, me semble-t-il, dans lequel on se retrouve, est tout à fait intéressant pour pouvoir justement qualifier sur du long terme, de qualifier justement l'importance de ce qui est mal nommé, des parcours atypiques qui sont de plus en plus typiques, mais qui sont complètement pas les parcours qui ont été planifiés à une certaine époque, et pour lesquels des générations d'étudiants de cégep et d'étudiantes de cégep ont été probablement plus rapides que les établissements et les institutions scolaires pour justement réaliser et faire ces changements possibles. Et on voit très bien que dans d'autres pays, on ressent la même tendance où effectivement des gens qui sont en formation technique, formation professionnelle ou formation technique, décident de poursuivre leurs études. Pour toutes sortes de raisons. Quand j'ai fait des entrevues, quand on a fait des entrevues à ce niveau-là, c'est assez rigolo de voir des raisons pour lesquelles on revenait aux études comme tel. Sixième, donc, diversification des parcours scolaires, et je pense que le projet pourra nous permettre de mieux comprendre cette diversification-là au cours des années. Et si les gens veulent des conseils, l'équipe transition avec qui je travaille, on est là pour le faire parce qu'on a travaillé sur ces questions-là au cours des dernières années. Sixième,
Là, je reprends, je ne sais pas si c'est un adage ou un proverbe, vient des faux, hein, c'est que je suis sociologue. Et donc, l'idée générale, c'est que très souvent, je l'ai vu beaucoup, on regarde les effets d'un certain nombre de dimensions qui sont essentiellement des dimensions éducatives, scolaires, sur la poursuite des études. Et d'une certaine manière, on est comme cet automobiliste qui cherche les clés de sa voiture sous un lampadaire parce que c'est éclairé, alors qu'il les a perdues ailleurs. Et dans le fond, cet enjeu-là, c'est un plaidoyer, et c'est un plaidoyer pour aller au-delà du scolaire et de comprendre les interactions qui peuvent exister entre la vie sociale et la vie scolaire. Et là, il y a trois grands niveaux que je pense importants. C'est les ancrages sociaux. On devient un homme, on devient une femme, on devient quelqu'un du milieu ouvrier, on devient quelqu'un qui a toujours vécu dans une famille de médecins, où on a mangé avec une cuillère ordinaire ou une cuillère en or, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble d'ancrages sociaux, dont certains, et c'est très clair, dont certains sont articulés, s'articulent aux dimensions scolaires, mais il faut analyser l'interaction qui peut exister entre les deux. Il y a des conditions de vie. Il y a beaucoup d'étudiants de l'enseignement technique qu'on avait rencontrés qui disaient, bon, oui, moi, après mon DEC technique, je travaillais. Là, il y a une expérience de travail heureuse ou plus ou moins heureuse, puis il dit, ah, je retourne, et j'ai gagné de l'argent, et donc je peux retourner à l'université. Et donc, il y a, dans les conditions de vie, il y a les conditions de vie économiques, il y a les conditions de vie aussi, de la transformation des gens qui passent d'adolescents à jeunes adultes et à adultes, avec beaucoup plus d'autonomie en devenant adulte et beaucoup plus de responsabilité. Donc, les conditions de vie changent aussi et peuvent jouer sur les parcours de vie. Et il y a évidemment les relations sociales en général. Donc ça, c'était mon sixième. Mon dernier, je ne pouvais pas manquer de ne pas le regarder. Ça suppose la modulation des risques d'entrée à l'université. J'ai parlé de l'entrée au cégep, il faut que je parle un peu de l'entrée à l'université. Il faut être symétrique, puisque le projet, en quelque part, se veut justement à ce niveau-là. Donc, ça illustre un peu plus le fait puis je parle de risque, c'est pas parce que l'université est un milieu dangereux, c'est un terme purement technique d'analyse statistique. Okay? Donc, c'est pas plus risqué que de traverser la rue, là. Peut-être traverser la rue est même un peu plus dangereux. Donc, et ce que je veux montrer à travers ce tableau, qui est très simple, c'est les étudiants qui ont fait le préuniversitaire, l'accès à l'université, et les étudiants qui ont fait de la technique qui sont allés à l'université. Et c'est de voir quels sont les facteurs qui rentrent en ligne de compte et comment ça arrive en ligne de compte. Le nombre d'années après l'obtention du diplôme, plus on attend pour aller à l'université, moins le risque est grand. Et là, il y a un enjeu. On peut retrouver des gens qui ne veulent pas aller à l'université, qui finissent, dans le cas de l'enseignement technique, qui finissent la technique, ils veulent travailler. Il y a le fait que c'est le parcours normal, c'est considéré de finir le cégep et aller à l'université. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'en quelque part, peut-être que notre système pourrait être pensé un peu plus
en termes d'éducation tout au long de la vie. Donc, à ce niveau-là, je reviendrai en conclusion comme tel. Et vous voyez, bon, le statut socio-économique continue à jouer, mais uniquement au niveau du technique. Le fait d'être une femme augmente le risque d'aller à l'université, mais là, il faut voir aussi l'effet des bacs, des programmes d'ECBAC à ce niveau-là. Et le lieu de naissance, ça joue uniquement pour les gens qui sont nés au Canada, ailleurs qu'au Québec ou à l'étranger. Les filières enrichies jouent encore pour les deux à l'université. Donc, les universités, on est dans le même bateau que les cégeps à ce niveau-là. Et bon, il y a des différences entre les programmes. Évidemment, les difficultés scolaires ont un effet négatif. Ils en ont déjà au niveau du cégep, continue d'en avoir, et le fait d'aller en formation professionnelle aussi, ce qui était un peu attendu comme tel, mais encore une fois, ça soulève de mon point de vue la question des différents éléments les différents éléments à la fois scolaires et non scolaires qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et le fait que l'éducation tout au long de la vie pourrait être peut-être un peu plus présent. Dernier point, c'est la question d'évaluation des pratiques de soutien. On a fait beaucoup de progrès au cours des années. On peut avoir l'impression par moment que on fait un peu du surplace dans la mesure où les taux, par exemple, de diplomation d'une année à l'autre passent de 81,3 à 80,1, remontent à 82,1. On est toujours dans les mêmes univers de réussite. Là, je parlais un peu des résultats du dossier que vous avez publié il y a quelques mois là, sur ces questions-là. Ouais. À l'université, on peut avoir des phénomènes un peu du même genre. Fait qu'on peut se demander si les pratiques de soutien et les mesures de soutien qu'on a développées au cours des années ont un effet comme tel. Là, si on veut répondre à cette question-là, il y a deux stratégies. Ou bien on multiplie les études expérimentales ou quasi-expérimentales avec groupe contrôle et groupe témoin avant et après une expérience et tout, avec tous les coûts que ça veut dire, d'une part, ou bien on cherche à réaliser des études de cas. Moi, en tout cas, d'une part, l'avantage des études de cas, c'est que ça permet de documenter le milieu dans lequel on est et de savoir entre deux cégeps et deux universités si le même mécanisme ou le même dispositif qu'on a mis en place a les mêmes résultats. Donc, c'est de permettre de savoir quels sont les effets des dimensions strictement académiques, quels sont les effets des différentes formes de discrimination, de ségrégation et de sélection comme telle. On a parlé de la cote R tout à l'heure, c'est une forme de sélection institutionnalisée. Et de voir aussi comment les conditions sociales et culturelles, les conditions de vie des étudiants et des étudiantes agissent. Donc, il me semble effectivement que l'élément intéressant à ce niveau-là, c'est de permettre de réfléchir, en quelque sorte, de réfléchir sur les pratiques telles qu'elles existent, mais avec une préoccupation d'améliorer et d'orienter la mobilisation des établissements. Tant M. Tremblay que Mme Jean, tout à l'heure, nous ont bien dit que les établissements scolaires s'étaient mobilisés autour de ces enjeux-là. L'idée, c'est justement de ne pas les mobiliser, mais de faire en sorte que cette mobilisation-là puisse, en quelque sorte, développer ou ouvrir de nouvelles perspectives.
Donc, il me semble que, et le projet est tout à fait intéressant parce que vous avez, si je ne me trompe pas, 23 cégeps dans les universités, je ne sais plus combien, 7 universités. Là, on est capable de faire de la comparaison. On n'est pas obligé d'être dans une dynamique de concurrence comme telle. Au contraire, on est dans une dynamique de collaboration. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a des éléments tout à fait intéressants dans le projet et ça va probablement permettre de créer et de produire des connaissances et des actions. Là, je pense à Vincent qui dit qu'il veut travailler en recherche-action pour avoir des effets tangibles. On est un peu dans le même cas. Voilà, c'était les 7 remarques que je voulais faire. Évidemment, en conclusion, j'ai des conclusions. Je voulais vous remercier pour l'attention. Je veux évidemment souhaiter longue vie au projet de l'équipe. Il me semble que le modèle de soutien aux transitions, il me semble en tout cas qu'il y a deux éléments qui, moi, me paraissent importants. C'est de retenir que, en quelque part, il y a une diversité de situations, une diversité de l'expérience de la transition, de l'expérience scolaire en général. Donc, c'est de respecter au niveau de ce qu'on peut faire comme institution, c'est effectivement de respecter, de travailler avec cette disparité, cette diversité socio-économique qui est explicitement dans les objectifs du projet, c'est d'accepter, de refuser, de tenir compte de façon systématique de la diversité socio-culturelle et, entre autres, en examinant les étudiants de première génération, mais aussi en essayant de voir, d'analyser, par exemple, les réussites inattendues des catégories d'étudiants qui sont des catégories plus vulnérables. Et donc, là, il y aura possibilité des possibilités à ce niveau-là. L'étendue du projet permet des choses que sont, de mon point de vue, soit passionnantes. Là. Ça, c'est un point de vue de chercheur, évidemment. D'une part. Le troisième élément, c'est respecter la diversité des projets. Là, on est peut-être dans une période où pas rien que les jeunes et les adultes sont dans une situation avec une injonction au projet. Il faut qu'il y ait des projets. Il faut qu'on ait des projets. Et en quelque part, accepter en fait que les gens ont des projets qui scorent 0 et des projets qui scorent 10 ou des projets qui scorent 10 sur une échelle de qualité de projet de 10. C'est pas tous les jeunes, puis dans les entretiens qu'on a faits au cours des années, on s'aperçoit très bien combien il y a de jeunes, entre autres, qui sont incapables, momentanément au moins, de penser en termes d'anticipation et de projet. Ils peuvent savoir, ça a été mon cas à l'époque, ils peuvent savoir ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ça, il y en a beaucoup. Et donc, puis ça donne des bons résultats. On devient sociologue, par exemple. Ça, c'est au niveau c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est là que je quitte un peu ma peau de chercheur ou l'identité de chercheur pour ne pas avoir peur de faire des propositions plus politiques. Il y a deux éléments, il y en a plus que deux, là, mais je vais m'en tenir à deux. Le troisième est peut-être un peu trop délicat. Premier, c'est l'enjeu de la segmentation en filière du secondaire qui produit les résultats qu'on produit. Si, d'une part ou d'une manière ou d'une autre, si 44% des jeunes qui ont commencé leur secondaire et qui ont fait la majorité de leur secondaire, sinon leur totalité, dans le système, dans des classes régulières du système public,
il y a là une possibilité de recrutement pour les cégeps et elle est très, très grande. C'est peut-être le plus grand bassin possible. Donc, puis à la limite, il y a des gens qui vont peut-être décider non pas de continuer au cégep tout de suite, de faire de la formation professionnelle et dans 15 ans de revenir. C'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est développer davantage ce qui peut être une perspective d'éducation tout au long de la vie au Québec. D'abord, ça suppose en bien des cas de reconnaître l'éducation des adultes à sa pleine valeur comme telle, ce qui n'est pas toujours le cas comme tel. C'est ce que ça suppose, c'est penser les départs du système scolaire ou le décrochage du système scolaire en termes en termes temporaires, se dire en quelque part et de développer en quelque part des stratégies qui permettent de dire que les départs ne devraient être que temporaires et laisser une grande porte ouverte pour les retours. Ça veut dire d'éliminer les obstacles au retour. Et là, les obstacles, c'est pas rien que le système scolaire qui a des obstacles. C'est le milieu économique et les politiques publiques en plus général qui favorisent très peu l'accès, ne serait-ce que sur le plan économique ou sur le plan de la gestion du temps, qui rendent plus difficile que ça pourrait être les retours. Et la pandémie là-dessus a été intéressante. Dans les universités, on a augmenté, les inscriptions ont augmenté en 2020 par rapport à l'automne 2020 par rapport à 2019, malgré la perte des étudiants étrangers. Les inscriptions ont augmenté et c'est les 25 ans et plus, les personnes de 25 ans et plus qui sont allées. Entre autres parce qu'ils avaient perdu leur emploi, ils étaient en télétravail et c'était en ligne. Je ne sais pas laquelle des trois dimensions ou des trois aspects le plus important, mais en quelque part, ça dit quelque chose sur ce qu'on devrait, la lutte aux obstacles ou contre les obstacles au retour, et créer des conditions favorables d'accès. Et là, effectivement, on n'est pas uniquement dans des enjeux d'ordre scolaire et éducatif, on est dans des enjeux d'ordre économique. J'ai été un peu long, mais je vous remercie infiniment de votre écoute. Oui, merci beaucoup, M. Dorès. C'était fort intéressant et très riche. Je pense que vous avez soulevé plusieurs points qui vont beaucoup alimenter tous les gens qui gravitent aussi autour du projet. Donc, on est très, très heureux de vous avoir eu avec nous ce matin. C'était très éclairant. D'ailleurs, si vous souhaitez poursuivre la conversation, nous aurons une page web là, sur le site de l'Université du Québec, uniquebec.ca pour ramasser toute l'information. Ma collègue Marjolaine Veilleux, qui est directrice de ce projet-là, pourra aussi relayer de l'information. Donc, si vous avez des questions, commentaires, tous les gens qui nous ont entendus aujourd'hui, vous pouvez suivre la conversation par ce canal-là. Donc, merci encore une fois, professeur associé Dorès. Merci à M. Tremblay d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Mme Jean. Ça mettrait fin donc aux prises de parole qu'on avait prévues pour vous ce matin. On peut arrêter l'enregistrement, remercier tous les invités qui sont